bés bi bésub jàmm ak lang la retrouvailles ak famille bi la bii bésu fekk ñëpp di waaj góor ak jigéen ma ni pare leen bésub sañ sek mbégte la adduna yëpp daje fa ku la fa jiitu nan ko fa fekk fexeel ba buñ la ko nettalee. Le plaisir de recevoir Monsieur Malène Amadou Niang, c'est le directeur de l'IBP, International Budget Partnership. Monsieur Niang, bonsoir. Bonsoir. Première question, c'est quoi IBP? Alors déjà, permettez-moi de vous remercier de l'invitation. Alors, International Budget Partnership, IBP, est une organisation qui s'active autour des politiques publiques, des politiques budgétaires et financières, et qui s'intéresse à comment lier davantage dans le cadre du dialogue et de la concertation les populations d'une part, principalement celles vulnérables, défavorisées ou encore marginalisées et sous-représentées, les populations pauvres plus généralement, et d'autre part les services publics de l'État, pour tirer profit des opportunités des programmes que développe l'État, pour faire en sorte que davantage les besoins des groupes défavorisés soient pris en compte dans les différents secteurs de l'action publique. Vous êtes dans l'intermédiation ou dans l'interface? Si je veux me faire une image, une idée. Alors, on est surtout dans l'assistance technique. Dans l'assistance technique, on est dans l'assistance technique tant des États que des organisations non gouvernementales pour lesquelles nous facilitons la mise en relation et le travail autour de secteurs clés, comme je pourrais revenir dessus. Alors, comme vous avez dit, le problème de l'assainissement et des inondations, on voit que c'est un problème récurrent chez nous. Même si des efforts ont été faits, on va y revenir. Mais alors, pourquoi cette récurrence? Vous avez pu diagnostiquer, mettre le doigt sur le problème? Alors, le problème est large, mais plusieurs facteurs, autant pour moi, sont explicatifs de la récurrence de la question des inondations, qui peut ne pas seulement être liée à la question de l'assainissement, qui est une question fondamentale lorsqu'on regarde la question de l'assainissement, mais il faut voir d'abord un certain nombre de facteurs. D'abord, Dakar est sur une presqu'île. Presqu'île, oui. Donc, on a des facteurs topographiques qui sont assez importants. Avec l'installation liée à l'exode rural de population sur des zones qui sont des zones non édificantes également, ça crée un risque supplémentaire d'assainissement. Vous avez des zones qui sont dans des cuvettes, mais vous avez au-delà la question de l'urbanisation qui s'est faite quelque part dans certains secteurs de manière désordonnée. Si vous prenez aujourd'hui les banlieues de Pikine, Guédiawaye, Keur Massar, et même certains quartiers de Rufisque, vous avez ce qu'on appelle les quartiers dits informels, qui sont des quartiers spontanés, parfois dans des zones non édificantes, et qui n'ont pas fait l'objet d'un programme d'aménagement, d'urbanisation, d'assainissement. Bref, les services sont venus après l'installation des populations, et donc ça a certainement mis tout le monde dans l'obligation de devoir rattraper. Et donc, cela en lien avec une nappe phréatique qui est affleurante, lorsque vous avez de fortes précipitations, et même parfois vous n'avez pas besoin de fortes précipitations, vous vous retrouvez dans une situation compliquée. Exactement. Et est-ce qu'on, comme vous l'avez dit, Dakar, avec sa situation topographique sur une presqu'île, que ces problèmes-là perdurent d'inondation, d'assainissement? Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Alors, je pense qu'il y a des facteurs qui permettre de l'expliquer, le comprendre, je pense que de le c'est autre justifier. chose. Oui, je pense que la justification... Au-delà même d'expliquer, on va être dans la justification. C'est vrai que cela peut paraître un peu contradictoire, parce qu'il y a quand même, il faut reconnaître que l'État a développé un certain nombre de politiques et mis à la disposition ces dernières années des budgets dans le secteur de l'assainissement qui deviennent de plus en plus importants. Et au-delà des budgets du ministère de l'eau et de l'assainissement qui est en charge de la politique et des programmes développés par l'ONAS, d'autres programmes développés par l'ADM, par la GTIP, etc., permettent aujourd'hui de contribuer à la prise en charge de la question de l'assainissement. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui sont explicatifs en dehors de ce que j'ai déjà énuméré. La question de l'assainissement en tant que telle est une question dans laquelle l'État a investi beaucoup de ressources, avec du réseau qui a été construit, avec du réseau qui a été réfectionné. Mais aujourd'hui, la réalité est qu'il y a encore un besoin en termes de développement d'ouvrages, certainement d'assainissement. Il y a un besoin en termes de coordination des activités et des actions des acteurs qui investissent dans le secteur de l'assainissement. Mais il y a également un besoin de prise en charge beaucoup plus spécifique des besoins des communautés. Parce que le Sénégal est dans un système où l'assainissement est traditionnellement un assainissement conventionnel. Donc, on essaie de connecter les gens au réseau. Ce qui a un coût, ce qui
n'est pas forcément réalisable dans toutes les localités du pays. Vous avez certaines qui sont des points bas ou encore même des points noirs dans certaines de nos banlieues. Donc, vous êtes ici dans un cadre où il est important que vous puissiez tenir compte des réalités du milieu. Et je pense qu'il y a un changement de paradigme, d'ailleurs, aujourd'hui, qui est en cours, où en plus de l'assainissement conventionnel, on essaie de faire en sorte que l'assainissement autonome soit une réalité, mais une réalité bien prise en charge. C'est quoi l'assainissement autonome? Alors, de manière simple, l'assainissement autonome, c'est l'assainissement qui se fait sur site. La création d'une fosse septique dans les ménages, collectée par des vidangeurs, transportée vers un point qui serait un point... Transporté comment? Alors, vous avez aujourd'hui des camions vidangeurs qui, normalement... tout le monde n'a pas les moyens de payer un camion hydrocureur. Et c'est justement sur cela que j'allais venir, parce que le coût du service il est élevé. Ouais. Aujourd'hui, vous prenez d'abord... Avant l'accessibilité financière, il y a l'accessibilité physique. Exactement. Si vous prenez certaines localités, comme Djiddah Thiaroye Kao par exemple, ou Akhenan, Nimzat, ou Yeumbeul Nord, Yeumbeul Sud, vous avez des quartiers pour lesquels l'accès est complètement impossible. Les murs sont très rapprochés les uns des autres. Vous n'avez pas de couloir entre les maisons. La nappe phréatique, comme je l'ai dit, elle est affleurante. Donc, les ménages sont obligés de collecter très souvent leur bout de vidange et de les évacuer. Eux-mêmes. Et donc, finalement, l'accessibilité physique est un problème, mais l'accessibilité financière est un problème. Il faut compter environ 25 000 francs pour la vidange. Si vous le faites ça deux fois durant l'année, c'est près de 50 000 francs. Et s'il n'y a pas un incitatif économique derrière, ça devient compliqué pour le ménage qui est en train de faire ça. Mais je pense que l'État, aujourd'hui, a un certain nombre de politiques, dont le programme d'assainissement de Dakar, qui est en train d'essayer d'apporter des solutions à cela. Mais les communautés elles-mêmes ne sont pas en rade, elles ne croisent pas les bras. Et je pense que ça aussi, c'est important de le soulever. Oui, vous l'avez dit, l'État a consenti d'importants investissements. Qu'est-ce qui a été fait de manière peut-être très sommaire? Mais qu'est-ce qui n'a pas encore été fait, surtout dans des zones comme Kermassar ou tout à l'heure à la radio, je pense que c'est, je cite de mémoire, la cité Castor. Hein, les populations étaient encore en train de râler en perspective de l'hivernage qui s'installe. Donc s'il y a un bilan à faire, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait? Alors je pense que l'investissement dans les dernières années dans le secteur a d'abord été un investissement important. Ensuite, l'État a réalisé qu'on ne pouvait pas connecter tout le monde au réseau. Donc aujourd'hui, le changement de paradigme, connecter certains au réseau, développer l'assainissement autonome, c'est une prise de conscience de la réalité. Mais enfin, il y a également des programmes, le programme d'assainissement des 10 villes, le programme d'assainissement de Dakar, comme je viens de le relever, mais il y a aussi ce qu'on appelle le programme de structuration du marché des bouts de vidange, qui est un programme qui devrait permettre aux bouts de vidange qui sont les eaux qui sont collectées au sein des ménages, d'avoir une certaine valeur. Aujourd'hui, ces bouts-là, lorsque vous les transformez, ça vous permet d'avoir de l'engrais, du biogaz, ça vous permet de faire du pavage. Et donc, c'est toute la question de ce qu'on appelle l'économie circulaire autour de l'assainissement. Donc, ça permettrait aujourd'hui aux personnes de valoriser les bouts de leurs bouts de vidange. Et là, ça pourrait créer un incitatif économique pour les différents acteurs qui sont au niveau de la chaîne de valeur. Donc c'est une nouvelle économie autour du secteur. Exactement, ce serait une nouvelle économie autour du secteur et qui répondrait, ou en tout cas qui devrait contribuer à répondre à la question de l'inclusion, mais aussi de la prise en charge des besoins spécifiques des localités dans lesquelles l'assainissement est un problème. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas assainir Djiddah Thiaroye Kao de la même manière que vous assainissez Mermoz. Yeumbeul Nord ne peut pas être assaini de la même manière que le point E est assaini. Mais dans tout cela également, je pense que, et c'est là le positionnement du travail que nous faisons, il faut interroger les politiques publiques de l'État et ses budgets, mais il est également important d'interroger nos comportements, nous en tant que... Mais justement, Malène, quelle est la responsabilité de la... vous parlez de communauté, pour l'approche communautaire, la responsabilité donc des populations, des municipalités, les mairies, maintenant on a des mairies de communes, les chefs de quartier, mais tout le monde quoi, la responsabilité de tout le monde. Il y a plusieurs acteurs qui interviennent dans le secteur de l'assainissement et je pense que c'est une question qui est fondamentale. Vous savez, l'assainissement est un droit. Et pour que ce droit se matérialise, il faut qu'il se transforme en service. Mais une fois qu'il se transforme en service, il est important que nous préservions ce service-là. Aujourd'hui, vous avez l'ONAS qui crée, exploite, qui développe, exploite les ouvrages. Vous avez les municipalités qui, avec leurs ressources, autant que faire se peut, contribuent à des opérations de curage des canaux et des bassins à l'approche de l'hivernage. Mais vous avez également les communautés qui utilisent
ces ouvrages d'assainissement-là et qui malheureusement parfois de leur fait agressent ces ouvrages d'assainissement. On a les branchements clandestins sur les canaux à ciel ouvert qui peuvent être un facteur. Nous allons aujourd'hui vers la Tabaski. J'en profite pour lancer peut-être un appel pour que les restes qu'il y a de nos moutons, les restes qu'il y a de tout ce que nous faisons à la fête, que ce ne soit pas déversé dans les canaux à ciel ouvert. Il y a aujourd'hui également l'importance qu'on devrait donner aux citoyens dans la conception même de la politique. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas travailler dans une zone comme Pikine, Guédiawaye, Keur Massar et ignorer les chefs de quartier. Vous ne pouvez pas ignorer les collectivités territoriales qui connaissent le milieu, mais vous ne pouvez pas également ignorer des mouvements comme la Fédération sénégalaise des habitants ou Urbasen qui ont entre 20 et 30 000 personnes qui vivent chaque jour les problèmes de l'assainissement. Et je pense qu'il faut saluer aujourd'hui l'approche de l'ONAS, mais également de l'AGETIP ou de l'ADM, que nous avons rencontrés dans certains de nos dialogues, qui aujourd'hui vont se prêter au jeu d'écouter les populations dans le cadre de la conception des politiques. Il y a de cela 2 semaines, nous avions organisé une mobilisation d'environ 2000 personnes à Wakhinane, qui ont fait face au DG de l'ONAS et qui lui ont dit, point par point, les problèmes d'assainissement qu'ils avaient. Et nous allons aller en tournée avec cette même direction-là pour essayer de corriger ces problèmes-là au profit des populations. Et nous pensons que ce sont des démarches qu'il faut appuyer et des démarches qu'il faut aujourd'hui promouvoir pour que le citoyen soit au cœur des politiques publiques, budgétaires et financières qui touchent à sa vie et qui touchent à son assainissement. Alors Malène, souvent une solution dont les gens ne veulent pas entendre parler, mais une solution que je pense définitive, c'est de déménager, délocaliser les quartiers, comme vous dites, établis dans des zones non édificantes. Il y a un pays que je ne citerai pas parce que certains m'ont rétorqué, c'était pas, en tout cas, le président qui était en place n'était pas un modèle de démocrate. Mais dans la capitale, quand s'est posé ces problèmes-là, ce sont des quartiers entiers qu'il a déménagés et l'ancien ministre des Affaires étrangères de ce pays, avec qui je discutais, m'a dit, ça a réglé définitivement le problème. Pourquoi vous ne le faites pas à Dakar? De prendre tous les quartiers qui ne répondent pas aux normes, de les délocaliser tout simplement. En tout cas, il serait intéressant que dans le cadre de ces discussions, des dialogues que l'État entretient avec les communautés, qu'on puisse envisager dans les cadres des programmes publics, comme vous le dites, aujourd'hui le programme des 100 000 logements par exemple, comment faire en sorte que ces communautés soient parmi les priorités de ces programmes-là. Parce qu'aujourd'hui aussi, je pense que le travail que nous devons faire, c'est de faire en sorte que les disparités entre les villes, les zones périurbaines et rurales soient réduites. Et ces disparités-là, elles sont réduites à travers les services publics. Et aujourd'hui, le logement est un service important. Donc, je pense qu'il y a des zones pour lesquelles la réflexion, elle doit être beaucoup plus holistique et elle doit faire revenir autour de la table l'ensemble des acteurs concernés. Mais je ne comprendrai pas qu'on puisse développer des programmes où ces personnes défavorisées ne sont pas des cibles prioritaires. En tout cas, des entretiens et des engagements que nous avons eus avec le ministère qui est en charge du logement, autant pour moi, nous sommes en train de pousser autant que faire se peut pour que les femmes, les veuves, les personnes handicapées, mais également les personnes qui sont dans ces quartiers précaires, qui vont voir s'accumuler sur eux des problèmes d'assainissement, d'inondation, mais surtout qui vont être des zones de reproduction de la pauvreté de génération en génération, puissent avoir un cadre de vie beaucoup plus favorable, avoir accès à des services sociaux de base, l'éducation, la santé, un cadre de vie décent qui contribue nécessairement à leur dignité humaine et qui leur permet de passer les différentes échelles sociales et de sortir pour les unes de la pauvreté et de se retrouver dans des situations beaucoup plus désirables que celles dans lesquelles elles se trouvent aujourd'hui. Malène Amadou-Niang, je vous remercie. Merci beaucoup Abdoulaye. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir. L'événement
La prestigieuse et très glamour cérémonie de remise de distinction des corridors. Le mouvement des entreprises du Sénégal et le président du MEDES, au sommet de leur art, vous offrent la sublime soirée des corridors. Première cérémonie de remise des distinctions en Afrique, courue par les grands décideurs du continent, de la gouvernance mondiale et de très hautes personnalités internationales. Ce dîner de gala sera animé par une pléiade d'artistes, les meilleurs de leur génération actuelle, un rétro des grands artistes qui ont marqué cette cérémonie, dite la soirée des soirées, depuis bientôt 2 décennies. Les corridors, un moment de communion des leaders, aussi bien du Sénégal que du continent. Une plateforme d'exception, unique en Afrique. La cérémonie des corridors, c'est 17 ans de succès, 17 ans de réussite, 17 ans d'innovation, 17 ans d'action, 17 ans de la promotion du culte de l'excellence, 17 ans d'originalité, 17 ans à la promotion des valeurs du succès. La prestigieuse cérémonie de remise des corridors est une reconnaissance mondiale. Rendez-vous est donné le 2 juillet 2022 au King Fahd Palace Hotel pour vivre ensemble des moments inoubliables, émouvants de success story.